Le contenu qui va suivre est sponsorisé par NordVPN. Plus d'informations en fin de vidéo. Le Trumpisme est-il un fascisme? Parce que moi, comme historien, je me méfie beaucoup de ces mots du passé qu'on jette à la figure, faute de mieux, d'un présent entêtant qui vient d'une certaine manière briser les mots, la langue politique, périmer, faire devenir en fait une langue de bois, notre langue politique, et puis on n'a plus les mots. On va dire fasciste, par exemple. Mais ce qu'il y a de proprement fasciste dans l'Amérique trumpienne aujourd'hui, c'est la vitesse. Ce culte de la vitesse soudaine qui crée ce que Paul Virilio appelait l'accident. Et là, nous y sommes. L'accident, c'est à la fois de la vitesse et de la violence. Throwing a canister of tear gas onto a pedestrian street near a middle school gun, and then appears to point it at bystanders. La vitesse ou l'accélération incessante de notre actualité. That lead us to the days of thunder. That lead us to flood the zone. Flood the zone was my idea. If you go back and look at the PBS thing, I'm sitting there going, yeah, we're going to flood the zone. We have like 2 or 3 things every day, right? Tonight, the House committee investigating Jeffrey Epstein. The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Incapable de trier, de démentir, d'argumenter, de débunker, il est à chaque fois trop tard, comme emporté par la tempête. That you cannot withstand my strength, and the warrior whispers back, I am the storm. Après la vitesse, l'accident s'achève dans la violence. S'il est important de s'émouvoir, de s'indigner, il est aussi nécessaire de saisir ce que nous regardons, ce qu'est Trump et plus encore, ce qu'est le Trumpisme. Par son influence culturelle post-Seconde Guerre mondiale et quasi hégémonique au cours des années 90 et 2000, les États-Unis nous semblent comme un horizon familier et attrayant. Pourtant, je pense qu'il est important de rappeler que le pays de Martin Luther King, de Mohamed Ali, de Rosa Parks est aussi celui du Ku Klux Klan, de l'esclavage et de l'impérialisme. Si le Trumpisme nous semble advenir dans la vitesse et la violence, quel est son point de départ? Quels sont les grands mouvements de fond qui ont amené à sa double élection? Quelle est la généalogie de cette droite américaine, blanche, conservatrice et religieuse, qui s'allie aujourd'hui avec les patrons de la Silicon Valley? Finalement, la question, c'est d'où vient Donald Trump et quelle est l'histoire du Trumpisme? Tonight, the House committee investigating Jeffrey Epstein. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Will make America great again. Depuis le début de ses ambitions présidentielles, Trump n'a jamais caché le projet pour ses États-Unis. I was saved by God to make America great again. We will make America great again. Pour le retour de ce qu'il appelle The golden age. The golden age of America has only just begun. le nouvel âge d'or de l'Amérique vient de commencer, mais si celui-ci est nouveau, quel était le premier? Our country is going to be at a level that has maybe never been, or maybe, our country was the strongest, believe it or not, from 1870 to 1913. 1870-1913. Alors de cette même période où en France se met en place et prospère la Troisième République, les États-Unis traversent la période que l'auteur américain Mark Twain appelle le Gilded Age. Mais c'est quoi le Gilded Age? Alors quand Mark Twain parle de Gilded Age, c'est avec une très grande ironie. Gilded, c'est le toque, c'est ce qui est recouvert d'or, juste en superficie, parce que c'est le premier grand âge des inégalités, de l'hyper-richesse odieuse, des grandes maisons recouvertes d'or et de marbre à Manhattan, pendant qu'une misère absolument stupéfiante s'empare des millions d'Américains qui s'entassent dans les villes. Alors si les pères fondateurs comme Thomas Jefferson imaginaient un petit pays de propriétaires plutôt basé sur une économie agricole, ou plutôt agraire, le lendemain de la guerre de sécession marque en fait le début d'une période d'industrialisation où les villes grossissent et où les agriculteurs deviennent des ouvriers. Les villes s'agrandissent, les inégalités également, et les patrons d'industrie sont les gagnants
de cette économie nouvelle. Donc c'est ça, donc c'est assez intéressant que Trump se réclame de cet âge-là, puisque lui, il est venu à maturité d'homme en étant promoteur immobilier dans le New York des années 80, qui est à peu près une réplique du Gilded Age, ce moment où il construit des hôtels 5 étoiles au milieu de la ville, alors que depuis les années 70, la ville traverse une grande crise économique où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère, et c'est le début de l'âge néolibéral des grandes inégalités. Cet âge du TOC marque aussi la fin du mythe de la frontière. Cette idée d'un front pionnier qui repousse toujours plus loin cette fameuse frontière au-delà du Mississippi, des Grandes Plaines et jusqu'à la Californie. À la fin du 19e siècle, les natifs américains sont parqués dans des réserves, il n'y a plus rien à conquérir, c'est la fin de cet esprit pionnier, ravageur et mortel. Pour Mark Twain et les contemporains de la fin du 19e siècle, cette fin de la frontière appelle à une nouvelle forme de conquête. Et donc pour les progressistes, cette conquête, c'est la conquête verticale de nouveaux droits sociaux. Il faut plus de droits du travail, il faut plus de droits raciaux, il faut conquérir le droit à la ville, le droit au logement, le droit à la santé. Et puis pour les plus conservateurs, cette conquête, il faut l'inventer ailleurs, avec peut-être d'autres territoires. C'est le début du colonialisme américain. Fin 19e siècle, c'est le moment où, à la suite d'une guerre avec l'Espagne, Porto Rico, on en parle en ce moment, Guam, les Philippines sont conquises. Donc il y a cette idée qu'un Américain véritable, c'est un conquérant, c'est quelqu'un qui transforme une terre sauvage, des êtres sauvages, en une population ou en un territoire qui aura été civilisé. Il y a déjà une idée de la mission civilisatrice de l'Amérique qui se trouve dans ce mythe de la frontière. En fait, Trump ranime ce mythe de la frontière. Alors si les États-Unis, depuis la fin du 19e siècle et au cours du 20e siècle, sont intervenus à de multiples reprises sur le continent américain et dans le monde, lui porte en fait un discours qui porte sur l'extension du territoire des États-Unis, et ce, même au-delà de notre planète. American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Le Gilded Age était l'âge d'or d'un libéralisme galopant, creusant les inégalités à la faveur des patrons de ces nouvelles industries qui se développent dans les grandes villes, faisant évoluer cet esprit pionnier américain qui va dès lors se tourner vers l'extérieur, que Donald Trump cherche aujourd'hui à réactiver comme un ressort de l'identité américaine. Tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border. Every day, Customs and Border Patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country. We are out of space to hold them, and we have no way to promptly return them back home to their country. Des questions devant lesquelles les États-Unis se sont déjà retrouvés. À l'aube du XXe siècle, les États-Unis connaissent leur deuxième grande vague migratoire. En 1892 et 1924, ils sont 12 millions à venir tenter leur chance dans le Nouveau Monde, dans l'espoir d'une vie meilleure. Cette vague, venue d'Europe du Sud et de l'Est, majoritairement catholique et juive, crée une angoisse dans une bonne partie de la population, à grande majorité protestante. De cette angoisse démographique, les élites politiques s'en saisissent et parlent alors de suicide de la race. Cet épisode, il est très intéressant, puisque de la question existentielle découle nécessairement la question d'une définition. Une définition de l'américanité. Dans l'histoire américaine récente, les États-Unis ont connu un point d'accélération notable. Si l'élection de Barack Obama est perçue par bon nombre comme le symbole de l'aboutissement plein et entier des luttes pour les droits afro-américains des années 60, pour toute une partie de l'Amérique, c'est autre chose. The demographics are changing. It's not a traditional America anymore. And there are 50% of the voting public who want stuff. They want things. And who is going to give them things? President Obama. He knows it and he ran on it. And whereby 20 years ago, President Obama would be roundly defeated by an establishment candidate like Mitt Romney. The white establishment is now the minority. Bill O'Reilly, chroniqueur chez Fox News, exprime ici une peur. Si cette peur peut nous paraître sur le moment peut-être très personnelle et impulsive, en fait, elle trouve un écho collectif et surtout très lointain. Pour cela, il faut revenir aux premières heures de l'Amérique. Dès l'installation des premières colonies européennes, de Virginie et de Nouvelle-Angleterre, les colons mettent en place la confiscation des terres des natifs et l'exploitation de celles-ci
par des millions d'Africains réduits en esclavage. Et donc cette présence initiale de la main-d'œuvre noire, elle a imposé aux législateurs de mettre en place une série de normes et de lois pour distinguer ce que les Noirs n'avaient pas le droit de faire, a empli toute une série de codes, et ce que les Blancs avaient le droit de faire, le droit de posséder un autre être humain qui est inscrit dans les premières lois, en particulier en Virginie, vous en parliez, le droit de le punir, le droit de le vendre, a été matriciel de ce qui est devenu ensuite la Constitution des États-Unis, d'abord la Constitution des États, puis la Constitution des États-Unis. La démocratie américaine, qui voit le jour en 1776, déclare dans sa Constitution tous les hommes libres et égaux en droit, mais pas les Noirs, ni les populations autochtones. Donc il n'est pas une œuvre de littérature, il n'est pas un code juridique, il n'est pas une institution américaine qui n'ait été confrontée à cette question de quid de l'absence de liberté et d'égalité pour les Noirs. Ou parfois l'assume complètement. En 1915, sort le film La naissance d'une nation, le plus grand succès du cinéma américain, jusqu'en 1940. Un film ouvertement raciste et nostalgique de l'esclavage. Il porte à l'écran un Ku Klux Klan entré en résistance, contre les Noirs décrits comme venant tuer ou piller les États du Sud. Dans cette scène, le héros principal, sous la cagoule du KKK, assassine un homme grimé en noir. Responsable, selon lui, de la mort d'une jeune femme blanche qu'il aurait tenté d'abuser. Les États-Unis se constituent dès ses premières années comme une nation blanche qui a le droit de posséder des corps noirs. Au lendemain de la guerre de sécession, en 1865, on donne pour la première fois des droits aux personnes noires. Droit à la terre, à l'éducation, à la santé, mais les lois de ségrégation mises en place dans les anciens États du Sud transforment les Afro-Américains en des citoyens de seconde zone. Et on repart sur cette logique initiale de ce pays a été donné aux Blancs et c'est à eux de le dominer et c'est à eux de le posséder. Et c'est pour ça cette phrase dont vous parlez des ultra-conservateurs. Lorsque Obama est élu à la Maison-Blanche, les gens se disent alors ça y est, c'est fini. On le voit et on le comprend. Cette angoisse, elle vient de loin, puisqu'elle était déjà présente lors de la période du Gilded Age. Et d'ailleurs, l'expression « le péril de la race », c'est le président américain de l'époque, Theodore Roosevelt, qui va l'utiliser. À ce moment-là, cette angoisse, elle découle de deux choses. De l'arrivée de millions d'Européens juifs et catholiques dans le port de New York, et aussi de l'évolution de la place des anciens esclaves noirs. Et je pense que dans la vidéo, on est dans ce point de tension, le moment où nous sommes en train de saisir la lutte de cette vision de deux Amériques. D'un côté, celui d'une nation blanche qui serait choisie par Dieu et qui aurait une vision ethnique de l'américanité, et de l'autre, celui d'une lutte des populations autochtones, des personnes noires et de certaines personnes blanches, qui luttent pour que ce pays devienne un laboratoire d'égalité raciale. Make America great again. Au lendemain de l'élection de Barack Obama en 2008, se met en place un mouvement que je pense nous sommes beaucoup à avoir oublié en France. Les Américains ont élu un président noir. Est-ce que la France pourrait en faire autant ? En 2009, en direct sur la chaîne CNBC, le chroniqueur économique Rick Santelli s'emporte devant les caméras. This is America. How many of you people want to pay for your neighbor's mortgage that has an extra bathroom and can't pay their bills? Raise their hand. How about we all? President Obama. Pour vous compreniez bien, il est à ce moment-là ulcéré par la décision du gouvernement Obama de sauver l'industrie immobilière américaine par un plan de financement massif, au lendemain de la crise des subprimes qui a vu le système bancaire américain au bord du gouffre. Il appelle alors à créer un nouveau Tea Party, en référence à l'événement de la Révolution américaine. Tea Party que l'on pourrait traduire par « déjà assez taxé ». Ce mouvement défend des arguments très clairs. Un État fédéral trop envahissant, des dépenses publiques trop importantes et la défense des libertés individuelles. Pour eux, c'est la lutte du peuple ordinaire face à l'establishment de Washington. Aux élections de mi-mandat de 2010, 45 députés estampillés Tea Party sont élus. Alors ce phénomène, il surprend les observateurs de l'époque et surtout on se demande qui sont ces supports. Selon le politologue de l'Université de Québec, Raphaël Jacob, le membre type du Tea Party est catholique, éduqué et plus riche que la moyenne des Américains et 91% d'entre eux
sont blancs. Et le Tea Party, il apparaît à un moment particulier qui est non seulement au lendemain de l'élection de Barack Obama, mais au lendemain de la grande crise financière de 2008 qui a ruiné des millions d'Américains et qui a vu la qualité de vie de l'essentiel de la population être profondément altérée. Et il ne faut jamais sous-estimer cette espèce de sentiment vraiment de dépossession totale d'Américains qui, dans le même temps, perdent leur maison et voient à la Maison Blanche, dans la grande maison du peuple, un noir être inauguré et être légitimement au pouvoir. Les blancs perdent leur maison, un noir entre dans la grande maison. En plus de ça, 2 chercheurs de l'université de Stanford ont mis en exergue les préoccupations économiques, politiques et culturelles des membres du Tea Party. Ils sont parvenus à mettre en lumière un élément très intéressant, la peur d'un déclassement de la classe moyenne blanche américaine qui s'explique notamment par 2 choses. D'abord, et on l'a dit, une crise économique violente mettant à mal le capital et le mode de vie des classes habituellement préservées, conjuguée à l'ouverture des postes de pouvoir à des individus non blancs. Le Tea Party émane donc de cette inquiétude, de cette défaillance de la classe politique traditionnelle. Il s'inscrit dans la longue généalogie de ce qu'on appelle aux États-Unis les mouvements nativistes. Déjà, à la fin du 19e siècle, le premier mouvement nativiste, c'était des Américains qui considéraient que ces Européens venus d'Italie, d'Irlande, de Pologne, parce qu'ils étaient catholiques, ils étaient indésirables, parce qu'on ne pouvait pas les intégrer. Les catholiques, ils avaient des manières qui ne correspondaient pas à la culture américaine. Donc il y avait eu ce mélange de xénophobie, on l'avait vu sur la côte ouest aussi avec les Chinois, qui avaient été accusés d'être inassimilables, si bien que la Cour suprême avait décidé d'une loi limitant la possibilité d'immigration des Chinois, y compris on avait changé les lois sur l'immigration. Donc les lois racistes ont toujours existé aux États-Unis et ces mouvements ces mouvements sociaux qui refusent que les États-Unis s'ouvrent à des minorités ethniques, ils ont toujours été présents. Mais jamais le traumatisme psychologique n'a été tel que après le vote sur les droits civiques dans les années 60 et après 2008, l'élection de Barack Obama. As Governor and Chief Magistrate of the state of Alabama, I deem it to be my solemn obligation and duty to stand before you, representing the rights and sovereignty of this state and its peoples. The unwelcome, unwanted, unwarranted, and force-induced intrusion upon the campus of the University of Alabama, today of the might of the central government, offers frightful example of the oppression of the rights, privileges, and sovereignty of this state by officers of the federal government. Nous sommes ici en 1963 et cet homme que vous voyez là est le gouverneur d'Alabama et il se tient devant l'entrée de l'université. Et si je dis qu'il se tient, peut-être que je mens un petit peu, parce que selon ses dires, il fait barrage de son corps. Barrage de son corps pourquoi ? Pour empêcher l'entrée à l'université des 3 premiers étudiants noirs d'Alabama. Plus concrètement, il s'oppose à la fin de la ségrégation dans son État, pourtant exigée par le pouvoir fédéral. Après que son discours soit relayé par de nombreux médias de l'époque, il se fera sortir par la garde nationale. En fait, la lutte pour les droits afro-américains, qui sont définitivement votés en 1965, crée un sentiment dans une partie de la population blanche. Celui d'un revanchisme, où en fait on se dit qu'on a fait assez, on a suffisamment laissé filer les choses. Notre identité, l'ordre dans notre pays, il faut reprendre les choses en main. C'est l'idée du retour de bâton, l'idée du backlash. Donc 3 ans après, les droits civiques sont à peine terminés que est élu le républicain Richard Nixon au pouvoir, qui lui est élu avec un discours s'adressant à ce qu'il appelle la majorité silencieuse, c'est-à-dire la classe moyenne blanche, qui, elle, ne veut pas que les Noirs viennent dans les universités blanches, qui ne veut pas que les Noirs s'installent dans les quartiers blancs. Et donc il leur dit, sans vraiment leur dire, si vous votez pour moi, on va rétablir un petit peu de cette suprématie que vous avez perdue. Et donc le Parti républicain commence à partir de ce moment-là à laisser entrer les mouvances d'extrême droite dans sa matrice idéologique et dans son armature politique, plus encore sous Reagan. Nixon est élu avec la promesse de redonner le pouvoir à ceux qu'il appelle la majorité silencieuse. Ceux qui, comme il le dit, ne protestent pas, ne manifestent pas, et avec en plus la promesse d'arrêter la guerre au Vietnam. Son successeur, Ronald Reagan, est lui l'homme de la liberté, se charge de détricoter l'État social qui entrave la capacité d'entreprendre. Cette liberté pensée par les pères fondateurs.
Quelques années plus tard, le Tea Party de 2009 émane de cette même inquiétude et de cette même envie, celui de voir une classe moyenne blanche déclassée par un contexte économique compliqué, voyant dans le même temps des personnes issues des minorités accéder à des postes de pouvoir et un parti républicain traditionnel défaillant au lendemain de la crise de 2008. De ce désir de dégagisme émane alors un homme. Il n'y aurait pas eu de Donald Trump sans le mouvement du Tea Party. Le mouvement du Tea Party est à ce moment-là la grande source, la grande énergie contre-démocratique qui réclame qu'ils s'en aillent tous. Ce grand mouvement dégagiste de l'extrême droite classique, le Tea Party est le premier à le porter, et c'est à ce moment-là que Donald Trump apparaît sur la scène politique. Il était connu comme ayant fait de la télévision, comme étant un promoteur immobilier qui avait réussi, mais il est une personnalité politique vraiment présente dans l'esprit et dans l'imaginaire des Américains à partir de ce moment-là, parce qu'il est celui qui dit, en effet, le Parti républicain est corrompu, le Parti républicain n'a aucun avenir, Obama est une menace, la gauche est une menace, la diversité est une menace, et il faut quelqu'un qui brise le système. Et il se trouve que je suis là. Si en 2016, le niveau de vie moyen d'une famille blanche américaine reste 10 fois supérieur à un foyer noir, 8 fois supérieur à celui d'un foyer hispanique, l'impression de régression est bien là. Cette étude de 2018, portée par 3 politologues d'universités du Washington et de Californie, elle montre que le soutien à Donald Trump durant la primaire républicaine de 2015 est marqué de façon inédite par ce que l'on appelle la conscience blanche. Un électorat sensible à des sujets tels que le péril civilisationnel, le danger supposé des immigrés et la supposée discrimination des Blancs. En 2015, Donald Trump est bien intronisé candidat des Républicains à l'élection présidentielle qu'il remporte ensuite pour devenir 45e président des États-Unis. Pour synthétiser, l'élection d'Obama, perçue pour certains comme l'aboutissement total des droits afro-américains, a aussi été perçue par une partie de la population américaine comme la fin d'un establishment blanc, en place depuis la création des États-Unis. Et à ça, il faut ajouter une situation économique très difficile au lendemain de la crise des subprimes de 2008 et qui a brisé ce contrat libéral entre le Parti républicain et ses électeurs, créant un appel d'air à son aile la plus radicale. Si nous avons compris le départ et l'accélération trumpiste, quand survient l'accident ? Pendant que j'étais en train d'écrire ma vidéo, après avoir fini mes recherches, je partageais mes réflexions avec un ami et il me disait que, il gardait pas de souvenirs particulièrement catastrophés du premier mandat de Donald Trump en 2016. Et c'est vrai que je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'en France finalement on garde pas un souvenir si négatif ? Ou en tout cas si catastrophique du premier mandat de Donald Trump en 2016. Je crois qu'il y a eu un petit peu une fascination pour un personnage qui était à la fois grotesque et en même temps qui faisait écrire beaucoup de papier. Il n'était pas un jour sans qu'une de ses outrances ne fasse rire ou ne suscite des commentaires. Il y avait en effet une tentation de le considérer, je pense, comme un accident, comme un petit coup de folie des États-Unis, une ébriété. Et donc on allait sortir de ça avec un peu mal à la tête, mais que ça n'était pas si grave. L'aspect singulier de la politique de Trump, c'est l'utilisation de la violence d'État dans les mots, mais aussi dans les actes. John Ross's cell phone, he's now been identified as the agent who was there on Wednesday. He's accused of firing the shots that killed Renee Good. Meanwhile, thousands taking part in an anti-ICE march in Minneapolis today, carrying signs showing their support for Alex Preddy. Federal agents shot and killed him while he was taking part in a demonstration yesterday. La brutalité policière, elle est extrêmement présente sous Obama. Black Lives Matter se crée sous Obama. Obama envoie son ministre de la Justice. Il y a des juges, il y a des procès, il y a des policiers qui sont poursuivis. Donc tout cela existe déjà. Ce qui est nouveau et ce qui est une rupture fondamentale avec Donald Trump, c'est deux choses. C'est que la violence de l'État, ça n'est pas une défaillance de certains corps, c'est un ordre qui est donné du plus haut niveau que la démocratie soit violée et que les droits des Américains
soient massacrés, soient considérés comme parfaitement négligeables et que la Constitution ne soit aucune protection, premièrement. Et puis cette contre-pulsion, ces corps institutionnels qui viennent en contrepoint pour demander réparation, pour demander justice, ils ont été complètement démonétisés. Il n'y en a plus. C'est-à-dire que oui, il y avait de la violence policière avant Trump, mais il y avait des juges, il y avait des mouvements sociaux, il y avait alors pas de police des polices, mais il y avait à l'intérieur de l'institution des demandes, un congrès qui pouvait intervenir. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et en plus, ce ne sont pas quelques commissariats ou une institution qui structurellement se rend coupable de violence et de brutalité, mais c'est sur ordre. Une agence fédérale, la police de l'immigration, qui se rend dans toutes les villes avec pour but explicite de terroriser la population. Ça n'est pas protéger la population, y compris contre un ennemi illusoire, c'est terroriser la population. Et ça n'a jamais existé. Qu'un président des États-Unis, sans l'aval du Congrès, si tant est que le Congrès puisse dire quoi que ce soit, donne l'ordre à une police politique d'aller se rendre dans les villes démocrates, si possible, dans des villes qui sont dirigées par des femmes ou par des personnalités de couleur, pour explicitement terroriser la population. Et en disant à ces agents, vous êtes protégés, vous aurez l'immunité, ça n'a jamais existé. Jamais. Et que deux policiers, enfin en l'occurrence plusieurs policiers se rendent coupables de tuer des citoyens blancs, que l'ensemble des pouvoirs se rassemblent pour dire ces policiers ne seront pas poursuivis, ils n'ont pas été coupables de quoi que ce soit, c'est sans précédent, y compris du temps de l'esclavage. En résumé, cette violence d'État qui s'ajoute à la brutalisation des institutions démocratiques, des relations diplomatiques, participe à une rupture inédite dans la politique américaine. Un accident dont nous tentons d'évaluer le danger, mais dont les conséquences nous sont encore inconnues. Bon, vous avez bien cliqué sur cette vidéo pour qu'on réponde à une question. Le Trumpisme est-il un fascisme? Il est en train de devenir une forme de fascisme, en sachant que, contrairement à ce que beaucoup disent, le fascisme, ça n'est pas Adolf Hitler de 1933 à 1945. C'est une tradition politique qui vient d'une hyper-radicalisation de la pensée d'extrême droite qui se fonde sur une forme de violence politique, de volonté de purge du corps social, de renaissance par l'exercice derrière l'obéissance à un homme providentiel, d'une violence destinée aux ennemis de l'intérieur qu'il faut écraser. C'est une forme d'hyper-violence d'extrême droite qui est celle de Donald Trump incontestablement, qui est déjà celle de l'État américain, mais qui n'est pas celle des États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui ne sont pas un pays fasciste. Leur président l'est certainement, l'État en place est dans une voie de fascisation très très avancée. Et ce que cela doit nous permettre de penser, c'est que derrière toute violence d'extrême droite et derrière le pouvoir politique de l'extrême droite, il y a comme horizon toujours le lynchage, les camps d'internement et la violence arbitraire contre les plus vulnérables. Mais parce que tout fascisme est une forme de pulsion de mort, il y a à la fin le régime qui se retourne contre lui-même. Déjà, des Blancs sont tués. Demain, au sein du Parti républicain, il y aura des punitions et des violences. Et donc, c'est la démocratie formelle, la démocratie superficielle qui masquera cette dérive de l'État et d'un pays tout entier. Donc, si ce terme doit être utilisé, c'est parce qu'il doit nous appeler à réfléchir à ce que peuvent devenir les États-Unis et surtout nous alerter sur l'intensité de la résistance qui doit être mise en place. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay. That's easier. En novembre prochain, les élections législatives de mi-mandat doivent venir ponctuer le deuxième mandat du 45e et 47e président des États-Unis. Le 15 janvier dernier, il déclarait « C'est un truc psychologique profond, mais quand vous gagnez la présidence, vous ne gagnez pas les midterms. Quand on y pense, on ne devrait même pas avoir d'élection. » Une déclaration à propos de laquelle la porte-parole de la Maison-Blanche déclarait qu'il plaisantait, tout simplement. Eh bien, s'il plaisante, n'ayons pas peur de l'accident.
Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, merci beaucoup de nous soutenir et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, si vous avez appris des choses, si vous appréciez ce contenu pour qu'on continue à en produire toujours plus. On chasse toujours les 300 000 abonnés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire, ça nous permet vraiment de nous développer. D'ailleurs, ceux qui nous permettent aussi de nous développer, c'est les sponsors et notamment NordVPN qui nous soutient. À l'heure où je disais où justement tout va très vite sur internet, sachez aussi que internet est différent d'un pays à l'autre. Et NordVPN est un service très pratique et que j'utilise moi-même au quotidien. NordVPN, c'est déjà un service qui est disponible sur 10 appareils en même temps, télé, tablette ou téléphone, et qui me permet de changer ma localisation en un seul clic. Et ça me permet d'accéder à tout un catalogue de documentaires, films et séries disponibles sur vos plateformes favorites, mais pas en France. Par exemple, si je veux revoir l'excellent Oppenheimer, je me connecte sur Netflix au Canada. Si je veux revoir Imitation Game, c'est sur Prime Video en Italie. Et je suis fan de catch, donc j'adore voir les archives de la WWE. Donc pour ça, je me connecte sur mon compte WWE Network en Allemagne. Comme je suis souvent en déplacement pour les tournages et les vidéos, ça me permet aussi de suivre mon contenu en France et notamment le contenu sportif quand je suis à l'étranger. NordVPN, ça me permet aussi de naviguer en toute sécurité sur les Wi-Fi publics des gares et des aéroports, et grâce à ça je suis tranquille. NordVPN, c'est un système que j'utilise de manière ultra régulière, notamment en déplacement, que j'utilise de plus en plus, donc merci à eux de nous soutenir. Si vous voulez tester NordVPN, sachez que c'est possible avec le lien en description, avec 4 mois d'abonnement offert pour tout abonnement de 2 ans. Ça vous revient à environ 3 € par mois. Mais sachez que même si vous n'êtes pas convaincu, au bout de 30 jours vous pouvez résilier, donc voilà, n'hésitez pas, et comme ça vous pouvez trouver vos habitudes d'utilisation avec NordVPN. En tout cas, un grand merci à NordVPN parce que grâce à eux, ils ont accepté de ne pas couper notre contenu, parce que notamment cette vidéo où le sujet était un petit peu touchy, c'était très important. Donc merci à eux de soutenir notre démarche, de soutenir notre travail, c'est très important. Donc voilà, un gros big up à NordVPN.